Le Parlement se réunit en session extraordinaire mercredi. Les 9 à Paris, à l'ordre du jour, le chômage, l'énergie et le système monétaire. Jimmy Carter à Jérusalem, 24 heures de plus pour sauver la paix. Messieurs, bonsoir. Il y a quelque chose de pathétique dans cette recherche désespérée de la paix que tente en vain pour le moment Jimmy Carter. Le président américain devait à cette heure-ci quitter le sol israélien pour regagner Washington. Eh bien, il a décidé de rester quelques heures de plus, peut-être 24 heures. Pourtant, rien ne lui réussit. Apparemment, chaque dépêche un petit peu optimiste est aussitôt démentie dans le quart d'heure qui suit. Même chose pour les propos des acteurs principaux, par exemple M. Begin. On dit quand même qu'Israël aurait accepté une autonomie administrative dans la bande de Gaza, mais le résultat est bien mince et en tout état de cause, il ne peut faire espérer une signature prochaine de la paix. Pourtant, gardons-nous bien de jouer les oiseaux de mauvais augure. Dans un domaine où les relations personnelles comptent énormément, tout peut arriver. À Jérusalem, Philippe Châtenay. Le gouvernement israélien, qui s'est réuni pendant 7 heures d'affilée ici la nuit dernière, a donc décidé de répondre aux dernières propositions américaines par un oui mais. Le secret est toujours complet sur la teneur exacte de ce que Israël est prêt à accepter, mais on croit savoir que les 3 obstacles les plus difficiles à surmonter sont l'approvisionnement en pétrole du Sinaï d'Israël, le calendrier de l'autonomie des territoires occupés et l'échange d'ambassadeurs entre Jérusalem et Le Caire. Officiellement, il n'y a donc pas pour l'instant de réussite ou d'échec pour la mission de paix du président Carter au Proche-Orient. Mais le secret dans lequel se déroulent les négociations et surtout le temps qui se passe sans qu'un accord soit signé ont fait naître une ambiance de pessimisme ici. On souhaite toujours la paix, on prie toujours pour que la paix vienne, mais désormais, on a peur. Tout Israël veut la paix. Il n'y a pas aucun un seul Israélien ne veut pas la paix. Tous ils veulent la paix. Mais Sadat il fait changer ses idées comme il change des chemises. Si c'est une paix sûre, alors ok, à condition, même en perdant le territoire. Si c'est pas une paix sûre, alors pas la peine. À mon avis, il n'y aura pas de paix. Je ne vois pas la paix venir avec les Arabes. Je ne la vois pas venir. Mais est-ce que vous croyez qu'une paix est nécessaire? Une paix est nécessaire pour Israël. Pour la survie d'Israël, elle est nécessaire. Les 2 dirigeants doivent quand même trouver des solutions entre eux parce que ni l'Égypte ni Israël ne peuvent pas se permettre de retourner à une situation de guerre. Sadat a besoin de la paix. Nous voulons la paix. Moi, je suis une mère de famille, j'ai un fils de 21 ans dans l'armée. Alors là, je peux vous parler vraiment. On ne peut plus envoyer nos fils à la guerre, absolument pas. L'espoir de connaître enfin la paix, suscité il y a 17 mois par la visite de Sadat, est déjà bien loin. Personne ici n'est prêt à accepter ce qui ne serait qu'une fausse paix, même si la conséquence devait être une nouvelle guerre. La journée avait commencé à la Knesset, qui représente, comme vous le savez, le Parlement israélien. Jimmy Carter avait laissé percer sa déception et son irritation et, regagnant son banc, a alors assisté à un spectacle que vous allez voir, un spectacle tout à fait étonnant. Sur votre écran à gauche, un représentant des territoires arabes occupés. À l'opposé, un député d'extrême droite. Les 2 hommes ne sont d'accord sur rien, sauf interrompre Menahem Begin en présence de Jimmy Carter. M. Shamir, président de l'Assemblée que vous venez de voir, se voit dans l'obligation de crier plus fort qu'eux, mais en vain. Jacques Shamir, complètement débordé, d'un sourire, essaie de s'excuser auprès de Carter, que vous ne voyez pas encore, et puis se fâche tout rouge, tape sur son pupitre et demande aux 2 hommes de ne plus troubler l'ordre de la séance. L'ordre n'est pas rétabli, le brouhaha reprend de plus belle, et ce brouhaha n'empêche pas un député de la Knesset de dormir profondément. Regardez au centre de votre écran, premier rang. Carter, quelque peu surpris, demande explication de l'incident à l'un des collaborateurs du président de l'Assemblée. Menahem Begin attend patiemment la fin de l'Algarade pour terminer son discours et faire remarquer au passage à Jimmy Carter qu'il pouvait constater qu'à la Knesset, la démocratie était des règles, même si parfois très bruyante.
En effet, Jean-Paul II, de son côté, avait lancé un nouvel appel pour la paix au Proche-Orient et il avait de plus répété publiquement ce que Paul VI ne cessait de dire. Il faut que Jérusalem devienne un lieu d'harmonie pour juifs, musulmans et chrétiens. Et il lui faut pour ce faire un statut spécial avec garantie internationale. Ça, c'est un ajout personnel de l'actuel pape. Officiellement, les 9 chefs d'État et de gouvernement européens réunis en Conseil depuis cet après-midi à Paris n'ont pas évoqué ces événements du Proche-Orient. C'est la 13e fois que cette institution majeure de la communauté européenne, créée à l'initiative de Georges Pompidou, se réunissait. Voilà 5 ans que le Conseil existe. C'est une manière de club qui permet aux plus hauts dirigeants des 9 de régler à l'amiable des dossiers que ne peuvent débrouiller ni les hauts fonctionnaires ni les ministres. Dossier épineux du moment, Maurice Werther, l'attitude de la Grande-Bretagne. Une bonne nouvelle et une mauvaise. La bonne était attendue, la mauvaise pire que ce qu'on prévoyait. Je m'explique. La bonne nouvelle, c'est le démarrage officiel, la mise en route du système monétaire européen. À partir de demain, les monnaies européennes seront à nouveau liées entre elles, les taux de change seront stables, et ça grâce à un fonds de soutien de 145 milliards de dollars. Mais première ombre au tableau, la Grande-Bretagne, pour commencer, ne fait pas partie du système monétaire européen. Et l'ombre anglaise grandit démesurément avec la revendication déposée aujourd'hui par le Premier ministre britannique, M. Callaghan, qui exige le gel des prix agricoles. Faute de quoi, d'ici 2 ou 3 ans, l'Angleterre refusera de payer sa quote-part au marché commun au-delà d'un certain maximum. Cette menace de plafonnement pourrait avoir des effets graves sur le marché commun agricole, que les Anglais n'aiment décidément pas, et même sur le marché commun en général. Ainsi, les Anglais ont-ils de plus en plus tendance à faire bande à part, peut-être pour de bonnes raisons de politique intérieure, il y a des élections en Grande-Bretagne cette année, mais aussi cela n'aidera guère à se résoudre les graves problèmes qui assaillent l'Europe des 9. La crise économique, la sidérurgie étant la plus malade parmi l'Europe des 9. Le chômage, il y a 6,5 millions de chômeurs parmi les 9. L'inflation qui risque d'être aggravée encore par le prix du pétrole qui ne cesse d'augmenter et il faudrait bien économiser le pétrole. Pour faire face, l'unité d'action des Européens s'impose, mais ce soir on a bien l'impression qu'on n'en prend pas le chemin. Cela dit, les 9 vont quand même pouvoir demain assister à la naissance d'un de leurs enfants, et j'oublierai là le père putatif anglais, la création du système monétaire européen. Alors bien sûr, il s'agit là d'une abstraction qu'il est difficile de toucher du doigt. Elle a tout de même pour résultat premier de créer une monnaie commune à tous les Européens, l'écu. L'écu, ce n'est pas une monnaie sonnante et trébuchante que vous pouvez avoir en poche, mais elle sert de monnaie de référence et bientôt peut-être de monnaie d'échange entre grandes banques centrales. Cet écu-là vaut 5 francs 79. Philippe Sassier nous dit ce qu'il faut attendre du système monétaire européen. Une monnaie stable est aussi importante qu'une monnaie forte pour les Européens. La France, par exemple, réalise 60% de ses exportations avec les pays de la communauté. Et un franc qui bouge tout le temps, eh bien cela signifie des étiquettes qui varient constamment et de grandes difficultés pour les industries. Pour comprendre le nouveau système monétaire européen, il faut s'imaginer une course cycliste. Les monnaies doivent respecter la vitesse moyenne du peloton, c'est-à-dire maintenir une certaine parité entre elles. L'allure de chaque monnaie, c'est-à-dire sa valeur, sera appréciée par rapport à un cocktail de monnaies, le fameux écu. Lorsqu'une monnaie connaît un moment de faiblesse et qu'elle est lâchée par le peloton, les directeurs de course, c'est-à-dire les gouverneurs des banques centrales de chaque pays, se concertent pour savoir comment l'aider. De même, si le maillot jaune, c'est-à-dire la monnaie la plus forte, prend trop d'avance, on peut lui demander de ralentir et d'attendre les autres. Enfin, à partir d'un trop grand retard ou d'une trop forte avance, les banques centrales doivent intervenir. Et les monnaies peuvent trouver des vitamines, c'est-à-dire de quoi se défendre contre la spéculation auprès d'un fonds spécial qui met à la disposition des différents pays européens une somme d'environ 150 milliards de francs. Bien évidemment, chaque monnaie ne gardera sa place dans le peloton qu'à condition de faire les efforts nécessaires. Pour la France notamment, cela signifie de diminuer encore plus son taux d'inflation, faute de quoi, devant le marque maillot jaune des monnaies européennes, le franc ferait figure avec la lire italienne de lanterne rouge. 2 mots encore de politique étrangère pour vous dire qu'en Iran, les femmes ont à nouveau protesté contre le port du tchador. 5000 d'entre elles ont souvent été harcelées par des groupes de contre-manifestants brandissant des portraits de l'ayatollah Khomeini.
Simone de Beauvoir viendra leur prêter main forte vendredi. Pour vous dire aussi que le Pakistan, après l'Iran, a décidé de se retirer de l'organisation du traité de l'Asie centrale, le CENTO, une organisation d'un autre temps qui, autour de la Grande-Bretagne puis des États-Unis, se contentait de vivoter ces derniers temps. Et pour vous dire enfin que le Venezuela a depuis aujourd'hui un nouveau président, Luis Herrera Campins, et puis surtout qu'il a un ministre d'État chargé de la promotion d'intelligence. Il y a peut-être là un exemple à méditer. Et voilà qui m'amène en douceur aux affaires politiques françaises avec cette décision attendue du président de la République. Il y aura bien une session extraordinaire du Parlement pour parler des problèmes de l'emploi. Valéry Giscard d'Estaing l'a écrit au Parlement, au président de l'Assemblée. Et je vous propose, Noël Copin, que nous fassions une petite explication de texte à propos de cette lettre. Alors, d'abord, ce oui, pour la première fois, à l'initiative des députés, une convocation du Parlement en séance extraordinaire. Oui, car il faut dire que si l'on parle de session extraordinaire, en fait, ce n'est pas si extraordinaire que cela qu'ils s'en réunissent. Il y en a eu une bonne quinzaine au cours de la Ve République, mais toutes à la demande du gouvernement. Et la seule fois où il y avait eu une demande de convocation qui a été faite dans les termes même de la Constitution par la majorité des députés en 1960, le général de Gaulle avait refusé cette convocation. Aujourd'hui, Valéry Giscard d'Estaing dit oui, mais il estime nécessaire quand même d'exprimer son sentiment sur les circonstances de cette demande, une façon de montrer que le président n'est pas amené automatiquement à convoquer le Parlement lorsque les conditions sont requises. Alors lisons un petit peu ensemble les réserves. D'abord, première réserve à l'égard des partis, plutôt d'un parti. Oui, si la lettre de la Constitution, dit le président de la République, paraît respectée, il n'en est pas de même de l'esprit. Et pour le président de la République, il regrette que ce soit un parti qui ait pris l'initiative de cette réunion et non pas les parlementaires eux-mêmes. C'est-à-dire un parti, le RPR, en fait, c'est le RPR et c'est même plus précisément une allusion à Jacques Chirac et au coup de téléphone qu'il avait envoyé au groupe parlementaire RPR à la Guadeloupe, précisément au moment où le président de la République y passait en allant au Mexique. Et là, le président rappelle qu'il est en fait le gardien des institutions dans leurs lettres et dans leur esprit, et on peut dire qu'il entend donner une leçon de gaullisme à Jacques Chirac. Alors, mais pourquoi dit-il oui, là où De Gaulle précisément a dit non déjà? Je crois que les circonstances politiques ne sont plus les mêmes. De Gaulle, à l'époque, pouvait affirmer, en tout cas affirmer, que les parlementaires qui demandaient la convocation du Parlement sur les prix agricoles agissaient en fait sur une sorte de mandat impératif des organisations agricoles, et il estimait que ce mandat impératif était contraire à l'esprit de la Constitution. Mais surtout, la Ve République était encore toute jeune, elle avait guère plus d'un an, et le président de la République d'alors redoutait que la Ve République ne revienne au parlementarisme de la Quatrième. Je crois que les circonstances sont maintenant très différentes. Le président de la République ne craint plus le parlementarisme, mais peut-être craint-il encore le jeu des partis. Alors il y a une deuxième réserve dans le oui du président. Cela tombe pendant les élections cantonales et, dit-il, c'est contraire à la tradition républicaine. Oui, alors vous vous souvenez peut-être de ce qu'avait dit Jacques Chirac il y a quelques jours à ce sujet. La tradition républicaine, laissez-moi rire, et il rappelait que les élections européennes le 10 juin vont tomber en pleine session parlementaire. Ajoutons cependant que M. Giscard d'Estaing espère avec une certaine malice que les députés qui ont demandé la convocation du Parlement en session extraordinaire se feront, dit-il, un devoir d'honneur d'assister aux séances. Quand on pense qu'il y en a 315 qui ont demandé cette convocation, 315 à chaque séance, cela pourrait faire effectivement de cette session une session assez extraordinaire. Eh bien, on fera les comptes. Voilà donc pour l'explication politique. Voyons maintenant avec Jean-Louis Le Senne comment cela va se passer pratiquement et quelle sera la procédure suivie pour cette convocation décidée, je vous le rappelle, pour après-demain mercredi. Le scénario à partir de mercredi après-midi devrait donc être le suivant. En premier lieu, à l'ouverture de la session, on devrait assister au dépôt des deux motions de censure. Socialistes et communistes, en effet, n'ont pas cherché à se mettre d'accord sur un texte commun. Comme le vote sur une motion de censure ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt, on renverrait le scrutin à vendredi. Deuxièmement, en attendant, pourrait se réunir la commission des lois, qui présentera par la suite un rapport aux députés sur l'ordre du jour précis de cette session extraordinaire, à savoir la création de deux commissions d'enquête réclamées par 315 députés sur 491. La première sur la situation de l'emploi et le chômage, la seconde sur les conditions de l'information publique. Troisièmement, après ce rapport de la commission des lois, on passera au vote, à la suite de quoi seront nommées ou non ces deux commissions. Enfin, quatrièmement, on devrait revenir au débat et au vote sur les motions de censure, débat vraisemblablement au singulier, car il est possible alors de regrouper dans une même séance les exposés des parlementaires. En revanche, il y aura au minimum deux votes, un pour la motion de censure communiste, un pour celle des socialistes. En tout état de cause, Raymond Barre a annoncé à l'avance qu'il ne poserait pas la question de confiance.
Quant aux motions de censure, elles n'ont a priori aucune chance d'être adoptées, puisque le RPR a dit et répété qu'il ne condamnerait pas le gouvernement. Dès lors, les parlementaires seront vraisemblablement tentés de hâter la fin de cette session extraordinaire qui pourrait prendre fin dès vendredi ou samedi, d'autant plus qu'un certain nombre de députés se présentent dimanche aux élections cantonales et qu'ils seront pressés de regagner leur circonscription. Oui, j'ai vu Michel Poniatowski dans ce sujet et j'imagine donc qu'il s'agit d'images d'archives. Peut-être pour préparer ce débat sur l'emploi, Raymond Barre s'est entretenu aujourd'hui pendant 2 heures avec son ministre du Travail, Robert Boulin, et son ministre de l'Industrie, André Giraud. Au sommaire, essentiellement, le dossier de la sidérurgie. Pour parler des élections européennes, cette fois, l'écrivain Jean-Edern Allier a lancé un appel à voter breton. Il préside un conseil de région Europe de 30 membres. Enfin, la parution aujourd'hui du premier numéro de l'hebdomadaire Maintenant, dont nous vous avons déjà parlé en avant-première, et qui regroupe plusieurs courants de la gauche française. Télévision, situation à vrai dire un petit peu confuse en ce jour de grève pour toutes les sociétés. Les syndicats de la SFP ont proposé au personnel de la Société française de production une suspension de la grève, suspension motivée par les progrès accomplis au cours des négociations, mais le vote a été très houleux. Il a été recommencé, vous allez le voir, 3 fois. Et il était impossible de départager les avis pour et contre. En grève générale reconductible, avec assemblée générale à 14 h, qui est pour? Voilà, nous avons entendu le délégué CFDT, M. Bastien. Il y aura donc, puisque vous le voyez, il était difficile de départager les pour et contre, il y aura donc une nouvelle assemblée générale demain, avec donc poursuite de la grève à la SFP, mais pas dans les sociétés de programme. Sur Antenne 2, par exemple, vous aurez demain donc un programme normal. Jean Leguet est inculpé. Jean Leguet fut délégué du secrétaire général de la police en zone occupée sous le gouvernement de Vichy et certains estiment qu'il a été un acteur direct de la fameuse rafle du Veldiv en 1942. Serge Klarsfeld, cet avocat qui poursuit les criminels de guerre, pense ainsi. Et c'est d'ailleurs au titre de crime contre l'humanité que Jean Leguet est inculpé. Alors, crime contre l'humanité, voilà une notion nouvelle en France, Paul Lefebvre, une notion un petit peu complexe. Ah oui, c'est une affaire parfaitement complexe, vous avez bien fait de le dire, vous allez le voir. En résumé, l'instruction ouverte par le juge Martine Anzani doit répondre à 3 questions. Jean Leguet est-il coupable des faits qui lui sont reprochés? Deuxième question, s'agit-il de crimes de droit commun ou de crimes contre l'humanité? Je vous rappelle que les crimes de droit commun sont prescriptibles ou prescrits, les deux se disent, au bout de 10 ans. 44 plus 10 égale 54, vous voyez ce que je veux dire. Les crimes contre l'humanité, par contre, sont imprescriptibles. Troisième question, les lois en vigueur en France, essentiellement sur ce plan une loi de décembre 64, sont-elles compatibles avec les conventions internationales que la France a signées, essentiellement la charte du tribunal de Nuremberg et la convention internationale des droits de l'homme? Voilà les 3 questions. Alors dans cette affaire, une information judiciaire a été ouverte le 15 décembre dernier contre Jean Leguet pour crime contre l'humanité. Alors sur son appel, la Cour de cassation a dit en droit pur, il y a prescription, à condition que les conventions internationales ne prévoient pas le contraire. Alors la Cour de Paris a demandé au Quai d'Orsay, qui est le seul compétent en matière d'interprétation des textes internationaux, ce qu'il en pense, et on ne sait pas trop ce qu'il en pense, le ministère des Affaires étrangères, parce qu'il n'a pas encore répondu. Alors le juge d'instruction, qui est le seul maître de son information, a décidé d'inculper Jean Leguet pour crime contre l'humanité. On va vous dire, voilà, 35 ans que la guerre est finie, pourquoi attendre aujourd'hui l'inculpation d'un homme s'il est coupable? Eh bien Patrick, c'est très simple, ma réponse sera aussi naïve que votre question. Jean Leguet a été simplement révoqué de ses fonctions de préfet de l'Orne à la Libération et n'est jamais passé en justice. Pourquoi? Je n'en sais rien, j'avais 10 ans à l'époque. Un pétrolier géant échoué au large du Cap, le supertanker irakien qui transporte plus de 160 000 tonnes dérive à la suite d'une avarie mécanique. 2 remorqueurs géants sont en train de faire route d'urgence vers le pétrolier. Cette région du Cap est connue pour le nombre répété de catastrophes qui touchent les pétroliers. Le reste de l'actualité en images maintenant, a commencé par l'arrestation de François Besse, le compagnon d'évasion de Jacques Mérine. François Besse, évadé de la santé en même temps que Jacques Mérine en mai dernier, a été arrêté dimanche près de Bruxelles. Alertés par leurs collègues français, les policiers belges avaient depuis plusieurs semaines tendu une souricière. Mais Jacques Mérine, lui, n'était pas à ce rendez-vous. François Besse fera très certainement l'objet d'une demande d'extradition de la part des autorités françaises. Il a été condamné en France à la réclusion criminelle à perpétuité. Un mort, 3 blessés et 2 disparus à bord du porte-avions Clémenceau en manœuvre dimanche au large de la Sicile. C'est le déclenchement inattendu d'une catapulte qui a précipité à la mer un avion étendard avant même que le pilote ait pu s'éjecter. C'est la première fois qu'un tel accident se produit.
Une commission d'enquête a été désignée. Coupure de courant cette semaine dans l'ouest de la France où le mouvement de grève avec occupation des locaux dans plusieurs centrales de l'EDF se durcit. Manifestations, ébauche de négociations aujourd'hui à Nantes. Les grévistes réclament toujours la levée de sanctions prises la semaine dernière par la direction. Et à l'instant, j'apprends que justement l'EDF, les mouvements de grève pourraient durer jusqu'à vendredi. C'est en tout cas ce à quoi appellent les syndicats CGT et CFDT, qui appellent l'ensemble du personnel à un arrêt de travail de 4 heures vendredi prochain dans la matinée. Termignon, un petit village savoyard entre Modane et Lens-le-Bourg, sera peut-être demain le premier village de France à utiliser un nouveau type de chauffage solaire, l'héliogéothermie. Cela consiste à stocker l'énergie captée l'été pour l'utiliser en hiver. L'étude de ce projet est en cours et le prix de son installation a même été fixé à 35 millions de francs. Outre-Rhin, d'autres exemples existent qui allient chauffage solaire et stockage souterrain, c'est-à-dire la géothermie. Georges Leclerc les a filmés. Sur cette maison allemande, nous trouvons deux sortes de capteurs solaires. Ici, des capteurs qui fabriquent l'eau chaude de l'immeuble, des capteurs classiques, assez chers, sophistiqués, vous voyez, comme on trouve un peu partout. Et derrière moi, des capteurs ultra simples, des simples tuyaux de plastique dans un châssis métallique qui absorbent, un jour comme aujourd'hui, il fait -10, mais où il y a du soleil, énormément d'énergie. Cette énergie n'est pas utilisée directement pour le chauffage de la maison, elle est envoyée sous terre pour une utilisation les jours où il n'y a pas de soleil. Au moment de la construction de l'immeuble ou de la maison, des tuyaux sont donc enterrés à environ 1,80 m de profondeur sur une surface double de celle de la maison. En été ou les jours de beau temps, l'eau chaude circule et vient réchauffer le terrain autour du tuyau. La chaleur progresse d'1 mètre chaque mois environ. Et le directeur de l'entreprise qui a mis au point ce système nous explique comment on peut récupérer à l'aide d'une pompe à chaleur les calories stockées en été, et cela pendant la saison froide. Déjà, une centaine d'installations de ce genre ont été vendues en Allemagne. Elles fonctionnent, nous dit une utilisatrice, presque tous les mois de l'année. Du mois février jusqu'à novembre. Et en novembre, décembre et janvier, comment vous faites? Nous chauffons avec fuel. Du fuel. Et est-ce que ça vous procure des économies, ce système? Nous économisons environ 35%. Est-ce que l'installation vous a coûté beaucoup plus cher qu'une installation normale? Oui, environ 25%. Le prix élevé est dû surtout aux tuyaux souterrains. Il faut en effet creuser pour les enterrer, cela coûte cher. Autre inconvénient, les tubes sur le toit peuvent se faire recouvrir de neige s'ils ne sont pas suffisamment inclinés, car ils se chauffent et se refroidissent très vite. Donc la pente du toit est essentielle. La température créée par ce système est assez peu élevée. Il faut donc utiliser les calories avec soin, par exemple en chauffant différemment chaque pièce selon les besoins, grâce à des installations de ce genre qui répartissent la chaleur par chambre. Au sous-sol, des appareils de mesure et de contrôle surveillent en permanence les températures à la sortie des différents appareils. Les ingénieurs allemands qui mettent au point ces systèmes ont d'abord pensé à leur pays, souvent couvert de neige en hiver, mais ils pensent aussi à des améliorations adaptées à chaque région. Par exemple, la couleur des tuiles, plus sombre sous le capteur, permet de récupérer une partie de l'énergie rayonnée par le toit après avoir été éclairé toute la journée par le soleil. Du point de vue industriel, les Allemands qui font un énorme effort dans le domaine de l'énergie solaire, en général, veulent maîtriser toute la chaîne de l'installation. Leurs usines, qui souvent ont commencé par fabriquer des pompes à chaleur comme celle-ci, se lancent maintenant dans les capteurs solaires bon marché. Il est vrai que là-bas, le gouvernement allemand paye systématiquement 25% de tout projet solaire valable, et cela, c'est la plus efficace des incitations. Cyclisme maintenant avec la 5e étape de Paris-Nice, Pierre Ladvitrol et une nouvelle brèche allemande cette fois dans le mur hollandais. La victoire est en effet revenue à Dietrich Thurau que vous voyez sur ces images. L'Allemand s'est payé le luxe d'une longue escapade en solitaire, 156 km dans la vallée du Rhône, remportant l'étape devant 2 Italiens. Au classement général, pas de changement. Le maillot blanc de leader est toujours sur les épaules du Hollandais Zoetemelk. Ici, nous voyons l'arrivée donc
de l'allemand Turo. Les émissions de la BBC en Angleterre étant, comme nous d'ailleurs, en grève depuis ce matin, en grève illimitée même, les Anglais n'ont peut-être pas vu les images que vous allez voir, et cela vaut peut-être mieux. Songez le prince héritier du trône d'Angleterre en vacances en Australie, assailli, embrassé publiquement, et pas une fois mais 2 fois. La première était assez mignonne, la seconde un peu moins jeune, et vous le voyez, le prince et son entourage, avec un amiral très digne, ont gardé donc toute la dignité qui convient à leur fonction. La page de la météo maintenant, aujourd'hui poursuite du temps doux amorcé hier. Il paraît que les Parisiens n'avaient pas connu de 11 mars aussi chaud depuis 106 ans. Aussi chaud mais aussi pluvieux un peu partout en France. Aujourd'hui sur le littoral méditerranéen, cela se passait mieux. Demain, eh bien, le temps restera médiocre et pluvieux à l'exception d'éclaircies sur les régions méditerranéennes, toujours elles, ainsi que de la Bretagne aux Flandres. Vous avez encore un rendez-vous avec l'actualité ce soir, non pas le dernier journal puisque nous sommes en programme minimum, mais question de temps à 21h35 avec l'exploration d'un grand orchestre, un reportage de Jean-François Kahn réalisé à l'occasion de la tournée de l'Orchestre national de France au Japon. Et puis pour terminer tout à fait ce journal, des images de ski, non pas celles traditionnelles de slalom ou de descente, mais celle d'un ski que l'on qualifie d'artistique. Les championnats de France viennent de se dérouler à Pralou durant ce week-end et l'on reste confondu devant le champ de possibilités qui s'ouvre à un homme muni de 2 planches au pied. À regarder, mais peut-être pas à imiter, pas du moins sans une certaine prudence. Voilà, je comptais vous quitter sur ces très belles images, mais 2 dernières nouvelles me parviennent à l'instant, dont un coup de téléphone de Jacques Segui, qui est notre envoyé spécial à Jérusalem. Il m'annonce que M. Jimmy Carter quittera Israël demain à midi heure de Paris, et que s'il le quitte, c'est parce que finalement, il y a eu de très grands progrès dans la négociation avec Israël. C'est ce qui se dit cette fois-ci du côté israélien. Menachem Begin a estimé qu'il y avait de très très grands progrès, que c'était la raison pour laquelle Jimmy Carter avait donc ajourné son départ pour les États-Unis. C'est un nouveau rebondissement dans cette négociation. Je pense que nous aurons davantage de détails donc demain à 12h45 dans le journal que vous présentera Patrick Lecoq. Merci de votre attention, bonne soirée à tous, à demain.